Sirènes, faunes, centaures, les récits fantastiques d'hier et d'aujourd'hui regorgent d'étranges créatures, mi-humains, mi-animales. Ont-elles réellement existé et se peut-il qu'elles existent ? Parfois, les animaux donnent naissance à des bébés à l'allure humanoïde. De tels événements font régulièrement les gros titres des tabloïds du monde entier. En général, ces bêtes ne vivent que très peu de temps après la naissance si d'aventure ils ne sont pas mort-nés. Il suffit de les voir pour s'en persuader, ces bestioles ont tout l'air d'être des hybrides entre humains et animaux. Eh bien, à première vue, cette idée n'est peut-être pas si bête que ça. Prenez l'éminent scientifique Carl von Linné, le papa de la classification moderne des êtres vivants. Eh bien, dans la première édition de son sacro-saint Systema Naturae, il avait regroupé tout un tas de bestioles mythologiques proches de l'homme, sous l'embranchement Homo anthropomorpha. On y retrouvait notamment le satyre, qui est un être à mi-chemin entre les humains et les boucs. Mais Linné ne prétendait pas pour autant que ces bestioles existaient réellement, il les voyait plutôt comme des singes mal décrits. Pour savoir si les créatures fantastiques de nos contes ont pu exister, intéressons-nous à la recette pour obtenir de beaux hybrides et regardons si elle tient la route. Il faut pour cela qu'un humain et un animal batifolent. Eh bien, figurez-vous, et c'est là que l'histoire devient glauque, que ce n'est apparemment pas si rare. Mais avant d'aller plus loin, faisons un petit point sémantique. Connaissez-vous la différence entre bestialité et zoophilie ? Non ? Eh bien la bestialité est une aventure sans lendemain, alors que la zoophilie est mue par de véritables sentiments. Précisons toutefois qu'on ne demande absolument rien aux animaux et que donc l'un comme l'autre est considéré comme une agression sexuelle. Et ce penchant obscur ne date pas d'hier. On retrouverait la trace de telles pratiques sous forme d'art pariétal dès la dernière période glaciaire, environ 40 000 ans avant Jésus-Christ. Pendant la Renaissance, cette tradition était encore courante. Une sexologue rapporte même que les démonstrations de bestialité en public auraient été un des facteurs menant à la Révolution française. Jusqu'au premier code pénal en 1791, l'intimité avec les animaux était très sévèrement condamnée. Quand l'auteur présumé de la bougrerie était reconnu coupable à l'issue d'un procès, la sentence était de tout cramer. On brûlait à la fois l'auteur du crime, l'animal et parfois même le ballot de paille sur lequel le forfait avait été commis. Grâce à une compilation de 40 comptes rendus de procès du XVe au XVIe siècle en France, on peut établir un classement des animaux les plus sujets à ces passe-temps crado. Sur la première marche de ce triste podium figurent les équidés, ânes, mulets, chevaux, juments, qui comptent pour presque la moitié des crimes rapportés. Viennent ensuite les bovins, les chèvres et brebis, puis dans une moindre mesure, les chiens, les cochons et les poules. Ça ne vous rappelle rien ? Ces résultats semblent représentatifs de la situation actuelle. Aujourd'hui, les victimes de ces bougreries sont surtout du bétail, des bêtes de somme et des animaux de compagnie. Oui, parce que zoophilie et bestialité sont encore d'actualité. Difficile d'estimer le nombre de pratiquants, mais il est apparemment plus important qu'on ne l'imagine. Parmi 630 adultes interrogés par des chercheurs américains en 2013, 8,5% d'entre eux ont affirmé consulter des documents peu catholiques à caractère animalier. C'est pratiquement une personne sur 10. Alors bien sûr, penser n'est pas commettre. Mais tant qu'à briser quelques idées reçues, j'ajouterais que les auteurs de tels actes ne sont pas forcément arriérés du ciboulot, d'après une étude de 2009. Bref, les animaux à la base des créatures mythiques qu'on connaît sont justement ceux avec qui les humains ont, hier comme aujourd'hui, le plus de relations sexuelles, à l'exception des sirènes et de Médusa. Mais ça ne suffit pas pour prouver l'existence de nos chers hybrides. Il faut pour cela démontrer que le fruit d'une telle union puisse voir le jour, survivre et au mieux se reproduire, pour pouvoir créer des lignées de centaures, de sirènes ou de harpies. Il est temps d'interroger la biologie. Sommes-nous compatibles avec ces espèces ? C'est très difficile de prédire le succès d'un croisement entre espèces. Pour commencer, ces espèces sont très différentes de nous du point de vue génétique. Prenons par exemple leur nombre de chromosomes. Alors que nous en avons 23 paires, les vaches et les chèvres en ont 30, les chevaux 32, les poules et les chiens en ont 39, les ânes 41 et les poissons en ont 50. Et bien que les chimpanzés n'aient qu'une seule paire de chromosomes en plus de nous, tous les croisements hommes-guenons réalisés dans les années 20 ont échoué. Mais le nombre de chromosomes n'est pas le seul facteur qui détermine le succès d'un croisement. Prenez par exemple l'éponge d'eau douce de Müller, elle a le même nombre de chromosomes que nous, et c'est pas pour autant qu'on arrive à faire des croisements avec elle. Parmi tous les facteurs limitants, il faut aussi notamment que les chromosomes portent les mêmes gènes aux mêmes endroits. Sinon ça va vite être la pagaille au niveau des divisions cellulaires. Il faut aussi que les deux individus soient fertiles au même moment et que leur comportement reproducteur coïncide. Si d'aventure les spermatozoïdes du mâle réussissent à se frayer un chemin jusqu'aux organes génitaux de la belle, encore faut-il qu'ils ne soient pas expulsés par la dame, ou encore, si fécondation il y a lieu, que l'embryon ne dégage pas non plus. Autant dire que les barrières morphologiques, physiologiques et comportementales qui se dressent en travers de cette union sont nombreuses.
Quand la barrière n'est pas simplement environnementale, comme pour le cas des sirènes. Les spermatozoïdes ne survivent pas dans l'eau salée et à ma connaissance, personne n'a heureusement tenté d'inséminer des femmes avec de la laitance de poisson mâle. De toute façon, la plupart des poissons sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs, alors que nous sommes vivipares. Je vois mal un embryon humain se développer dans un œuf à même l'eau de mer et encore moins un poisson être enceint d'un bébé de taille humaine. Mais la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Voici Joseph Mengele, un médecin nazi un chouïa dérangé qui opérait pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi toute une brouettée d'expériences toutes plus abominables les unes que les autres, il a eu envie de créer une race inférieure hybride qui leur servirait d'esclaves. Pour ce faire, quoi de mieux que d'inséminer des jeunes femmes juives polonaises enfermées à Auschwitz avec du sperme de chiens et de poneys. Évidemment, toutes ces expériences ont échoué et c'est pas plus mal. En résumé, Mère Nature ne paraît pas particulièrement disposée à accueillir sur cette terre de telles bestioles. La théorie et la pratique s'accordent pour dire que la place des créatures fantastiques est vraisemblablement dans les livres et les fresques. Mais alors, que faire des animaux à faciès humanoïdes qui naissent de temps à autre dans nos campagnes? Eh bien, il y a peu de chances qu'elles soient effectivement des hybrides. Leur apparence s'explique vraisemblablement par une anomalie survenue pendant le développement de l'embryon. Ceux qui ont eu la chance de visiter un cabinet de curiosité peuvent en témoigner. Les fœtus difformes peuvent prendre l'allure d'une sirène, d'un cyclope ou d'un monstre à deux têtes. Et pas besoin de mélanger plusieurs espèces pour obtenir ces malformations congénitales. Par exemple, la sirénomélie se manifeste par la fusion des membres inférieurs et confère ainsi l'apparence d'une sirène. En général, les fœtus atteints de cette malformation ne sont pas viables. Autre maladie rare, qui touche apparemment plus de filles que de garçons, la cyclopie. Cette pathologie empêche le cerveau primitif de se diviser en deux hémisphères, d'où la formation d'un œil unique au lieu de deux. Ces deux affections touchent un fœtus sur 100 000 chez les humains et un cas sur 10 millions est atteint par les deux maladies à la fois. Si la cause de la sirénomélie reste encore un mystère, la cyclopie, quant à elle, semble être d'origine génétique mais aussi environnementale. Ainsi, dans les années 50, dans l'Idaho, aux États-Unis, une curieuse explosion du nombre d'agneaux cyclopes a intrigué éleveurs et scientifiques. Après étude du ministère de l'Agriculture américain, il s'avère que les moutons allaient boulotter dans les alpages une plante de la famille du lilas. Plante qui contenait une molécule baptisée cyclopamine qui a la fâcheuse tendance de vriller le développement de l'embryon comme on fait dérailler un train. On dit qu'elle est tératogène, la tératogénèse signifiant littéralement création de monstres. Bref, satyres, minotaures, faunes, harpies, loups-garous et autres centaures tiennent bel et bien du mythe. Le fantasme de ces créatures habitant notre imaginaire est peut-être lié aux étranges mœurs de certains humains. Un détail étrangement passé sous silence dans certains Disney, comme La Petite Sirène ou La Belle et la Bête. Je vous laisse méditer ça. Let it rain a whole lot more, Lord. I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the waves sweep along, Lord. I got them deep river blues. My old gal's a good old pal. She walks just like a waterfowl. If I get them deep river blues,